Bonjour à tous et bienvenue dans Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui utilisent la blockchain dans leur quotidien pour mieux la comprendre. Avant de se lancer dans l'interview du jour, j'aimerais envoyer toute la force et toutes mes pensées aux équipes qui travaillent dans le monde hospitalier, dans le monde médical, parce que là vous allez attaquer des jours un peu compliqués, donc voilà, toutes mes forces et toutes les pensées pour vous. Dans cette interview, je suis parti à la rencontre de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques, qui regroupe plusieurs grandes startups françaises autour des crypto-monnaies et de la blockchain. J'ai eu la chance d'interviewer Amandine Doha de Ledger ainsi que François-Xavier Touraine, qui lui est le CEO de Arc. Alors vous avez déjà entendu parler, il y a un épisode complet avec lui, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Avec eux, on va parler des objectifs de l'ADAN, des actions que va mettre en place cette association au niveau français et au niveau européen. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avant ça, juste un point, ça a été enregistré lors de la soirée de lancement, donc le son est un petit peu réduit. N'hésitez pas à monter le volume de votre smartphone ou de votre ordinateur. Très bonne écoute. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir rejoint mon podcast lors de cette soirée inaugurative pour le lancement d'ADAN que vous avez fondé. Alors, pour rappel, c'est une association qui a pour objectif... tiens, si vous me donnez tous les deux l'objectif que vous êtes fait, selon vous chacun, ou vous avez un mot, vous allez me dire la même chose tous les deux. Alors, je crois que l'une des missions de l'ADAN et la raison pour laquelle l'ADAN a été créée, c'était déjà pour rassembler et fédérer l'ensemble des acteurs au sein du système français pour porter un message commun. Le paysage associatif était quand même assez fragmenté et il était important que les acteurs français portent un seul message et soient, on va dire, l'interlocuteur privilégié des institutions afin qu'une nouvelle réglementation arrive de façon cohérente. D'accord. En fait, oui, de fait, l'ADAN, je vais y arriver, vise à promouvoir les actifs numériques en France et en Europe. Donc, il y a une idée que cette nouvelle chose qui est arrivée il y a quelques années a besoin de s'installer dans le paysage. Et de fait, nous, chez Arc, on a eu pas mal de problématiques pour pouvoir imposer une vision ou pouvoir tout simplement travailler sur les projets crypto-monnaies. Et donc l'ADAN, en fait, on s'est réunis à plusieurs acteurs qui avaient des problématiques, pas forcément exactement les mêmes, mais toujours un petit peu autour. Et on a décidé de se mettre ensemble pour promouvoir l'ensemble des actifs numériques et des projets autour de ces actifs numériques. D'accord. Et alors justement, et c'est pour ça aussi que j'avais très envie de vous avoir tous les deux, c'est que vous êtes sur du coup deux univers différents, proches mais différents. C'est-à-dire que vous avez tous les deux des vous êtes en lien direct avec le monde des cryptoactifs. Mais qu'est-ce qui vous a alors vous poussé individuellement à vous engager dans cette aventure ? Je pense que le dénominateur commun de tous les acteurs crypto qui ont rejoint cette aventure, c'est la volonté que cet écosystème se développe. D'accord. Que ce soit Arc, que ce soit Ledger, que ce soit LGO, que ce soit Kaiko, si les cryptoactifs ne se développent pas, ces entreprises ne se développeront pas. La réglementation est quelque chose d'extrêmement important. Si la réglementation est trop stricte, les acteurs ne se développeront pas. Donc voilà, c'est cette espèce de dénominateur commun qui nous allie tous et qui fait que l'ADAN, c'est l'association pour le développement des cryptoactifs, des actifs numériques. Donc c'est ce développement-là qui est véritablement le mot autour duquel tous les acteurs se retrouvent. D'accord. Et avant juste de passer sur Arc, vous, au sein de Ledger, c'était quoi les grands challenges que vous avez eus ? Parce que là, on parle réglementaire, justement. Est-ce que vous en avez connu Alors, le grand challenge qu'a connu Ledger et qu'il n'a pas perçu tout de suite comme étant un challenge, en fait, il y a une évolution assez intéressante au sein de Ledger. Ledger est une société tech. Ouais. C'est-à-dire qu'on fournit de la tech. Les boîtes de tech, elles ne sont pas réglementées comme des institutions financières. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que le législateur, avec sa méconnaissance tout à fait légitime, il y a 2 ans, de l'univers blockchain et crypto, pouvait confondre un petit peu tous ces acteurs qui arrivaient sur la scène. Et face à une finance décentralisée avec du peer-to-peer en essor, d'avoir des acteurs comme nous qui développons des solutions de sécurité qui permettent de conserver les cryptoactifs, on se dit, en fait, celui qui conserve, c'est Ledger. Et il y a eu une espèce de confusion petit à petit qui s'est faite. Sur Ledger, en fait, c'est celui qui conserve les cryptoactifs pour le compte de tiers, alors que Ledger ne donne que les moyens pour les tiers de conserver leurs cryptoactifs. Et en fait, le raccourci pouvait être extrêmement dangereux pour Ledger. Et on a très rapidement pris contact avec les institutions qui nous ont énormément écoutés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été extrêmement novateur dans la façon dont le législateur et le régulateur a approché cette matière-là. C'est qu'ils ont été en soif de savoir pour véritablement développer un environnement
qui soit régulé de façon adéquate, alors qu'on peut voir des domaines dans lesquels le régulateur finalement est dans son coin, fait sa loi et n'est pas forcément ouvert aux évolutions. Là, on a vraiment eu une main tendue de la part du régulateur, et nous donc l'enjeu, c'est de positionner Ledger dans cet écosystème et qu'il soit régulé à la hauteur des activités qu'il mène, et pas qu'il y ait une confusion des genres. Voilà, donc ça, on a travaillé avec le législateur français qui a très bien compris, et la même action a été menée à l'international, et on voit que petit à petit, en fait, le législateur est très éduqué. Et nous, ce qu'on voit à la DAN, ce qu'on apporte, c'est donc dans cette volonté d'éduquer, puisque c'est une des missions de la DAN, d'avoir cette volonté d'éducation, on est un input sur où se positionnent les acteurs et quel est leur véritable rôle. Il y a beaucoup de nuances et il ne faut pas les confondre. Et alors, du côté de Arc Du côté des Arc, on a rencontré les mêmes problématiques de Ledger, mais de front. Ledger s'est pris un petit peu en dégâts collatéral, comme l'a pu dire Amandine. Alors de front, nous, en fait, on s'est pris de front les problèmes de bancarisation. Donc derrière, c'est les histoires de savoir comment on applique les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent qui sont encore inconnues aujourd'hui et difficiles à implémenter au niveau des banques et des institutions régulatrices. Et puis aussi des problèmes de comptabilité. Donc notre comptable sait toujours pas comment régler certains aspects comptables et fiscaux quant à l'entreprise et la comptabilité des crypto-monnaies. Vous pourrez retrouver plus de détails dans un Exactement, je ne vais pas en détail sur le truc, sur cette histoire, mais voilà. Et donc du coup on avait commencé un peu seul, un peu comme tout le monde d'ailleurs, chacun dans son coin, à essayer de se défendre, et puis d'essayer d'avancer sur ces points-là. Et puis à force de rencontres, on avait déjà fait des associations intermédiaires d'ailleurs. Qui existaient du coup avant la DAN. Exactement, oui. Donc, notamment les deux membres cofondatrices qui sont la Chaîne-Tech et la FD2A, donc, qui étaient aussi déjà des associations positionnées sur le secteur et puis qui sont un petit peu agrégées au sein de cette nouvelle association. Et du coup, on s'est retrouvés avec des amis de galère, je dirais, dans nos travaux auprès du régulateur. Donc, de fait, alors peut-être qu'on est plus du côté crypto-monnaie, donc on s'est plus retrouvé avec les problématiques que peuvent avoir Tezos ou d'autres crypto-monnaies ou Exec. Mais à la fin, au fin du fin, c'est vrai que on se comprend à peu près sur tous les sujets parce qu'on les a tous plus ou moins abordés dans nos différentes actions par ailleurs. Donc c'était vraiment quelque chose de logique et qu'on envisageait depuis un bout de temps, et je suis assez content que ça soit arrivé pour lancer en 2020 cette action concertée au sein d'ADAN. Alors là, on a beaucoup abordé le pourquoi. Pourquoi vous avez rejoint. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu le comment, c'est-à-dire comment vous allez vous mettre en action. Alors comment vous allez vous mettre en action peut-être individuellement au sein d'ADAN et l'ADAN en elle-même. Alors en fait, la DAN s'est mise en action avant même d'être créée. C'est-à-dire que il y a des urgences réglementaires à gérer. On sait que le blanchiment, par exemple, on sait que le financement du terrorisme par les crypto-monnaies est quelque chose qui est dans le viseur du régulateur. On le sait très bien. La DAN, en janvier, alors qu'elle n'était pas encore constituée, a émis des recommandations sur la façon dont le régulateur devait implémenter cette réglementation-là. La DAN, c'est une association de fonds, c'est-à-dire que c'est une association qui va aider le régulateur par la production de documents, à remonter les informations du marché, à remonter les informations des acteurs pour que la réglementation soit en phase avec les risques encourus. D'accord. Et la DAN a, je dirais, un challenge national, et la DAN a aussi un challenge européen qui est très important. Légiférer au niveau de la France, ça a un sens. Légiférer au niveau européen, ça a encore plus de sens parce que la France, par rapport aux États-Unis ou aux pays asiatiques, ça pèse pas grand-chose, ça pèse beaucoup, mais ça pèse pas grand-chose dans le monde des cryptoactifs. Donc il est urgent d'adresser ces problématiques-là au niveau européen. Et voilà, hier on était encore que en France, ça ne fait jamais qu'un mois et demi que la DAN est créée, et déjà demain on monte à l'europe. C'était ma question, du coup c'était là, je voulais rebondir là-dessus, mais il y a une volonté justement de s'ouvrir à des projets et des startups, des entreprises européennes. Complètement, en fait l'idée de la DAN c'est d'être une voix, alors moi j'ai une ambition carrément internationale, c'est d'être une voix de l'écosystème où que vous soyez, et je pense que si demain les projets peuvent être européen dès le départ. Si on parle par exemple
des acteurs qui ont besoin d'une licence pour opérer. Cette licence, si elle est que française et que vous pouvez adresser que le marché français, c'est hyper réducteur. En revanche, si vous pouvez adresser tout le marché européen avec une licence, dans ce cas, vous ouvrez quand même 27 États, c'est énorme. Si vous devez avoir une licence en Allemagne, une licence aux États-Unis, une licence en Espagne, qui vous interdit des choses différentes et vous autorise des choses différentes, c'est possible. Des choses différentes, c'est pas possible. Pour une start-up, c'est pas possible. Donc, si on veut que les start-up et l'innovation financière y arrivent, il faut qu'on ait un modèle européen unique. Et ça, on sera très demandeur au niveau de la Commission européenne pour que ça se passe. La fragmentation, elle existe aujourd'hui. C'est dommage. Donc, il faut pallier cette carence et arriver vite à un niveau unique et unifié, qui est la raison d'être de l'Europe. Voilà, donc oui, pour les actions que mène la DAN, de fait, on a commencé, même avant d'avoir officiellement lancé la DAN. Alors, je crois qu'Amandine est meilleure que moi sur ça, mais notamment, moi, je me souviens, on a fait un document de commentaires sur les recommandations de la GFI sur les VASP, ce qu'on appelle les VASP. Donc voilà, il se trouve que du coup, la France a porté d'une voix, enfin les acteurs français, la plupart des acteurs français ont porté d'une seule voix des commentaires sur l'échange de données entre les acteurs réglementés qui utilisent des actifs numériques. Donc ça, c'était fait en décembre, si je me souviens bien. Donc on était déjà vraiment en amont de la création. La création s'est faite en décembre officiellement, l'Assemblée Générale de Création. On travaille aussi évidemment sur la mise à jour de la loi Pacte, parce qu'évidemment la loi Pacte s'est cantonnée à certains aspects des actifs numériques, donc avec sa licence PSAN, autour des ICO, et on a bien vu que maintenant, avec pas mal de nouveaux concepts et de nouveaux produits qui sont apparus, c'était pas complètement en phase avec ce qui avait été défini l'année dernière. Donc voilà, on travaille aussi sur les prochaines recommandations. Je crois que Amandine en a peut-être d'autres en tête sur les choses en particulier, sur les chantiers en particulier. Le chantier le plus pressant, c'est l'Europe, justement, la consultation européenne qui a été lancée. L'Europe veut légiférer et là, il faut légiférer bien. Vous répondez en une seule. Du coup, dans ce cas-là, vous répondez en une seule voix, avec un nombre de recommandations sur lesquelles vous mettez d'accord. Exactement. Question un peu naïve. Faire travailler des gens ensemble, même si on décentralise, on le voit quand même, c'est quand même assez difficile. Vous avez comment vous mettez tous d'accord? Vous êtes déjà tous d'accord en arrière en disant on veut tous être d'accord là-dessus, mais vous vivez quand même des choses différentes. Il y a beaucoup d'associations qui se montent uniquement avec des acteurs qui ont par ailleurs un métier. C'est-à-dire que typiquement, François-Xavier et moi, on a un métier, donc il est impossible pour nous de dédier du temps, en tout cas tout notre temps, à la rédaction de papiers sur des questions A ou B. La force de la DAN, c'est qu'on a 2 personnes qui à plein temps font ça. Simon Pollereau, donc le président, et maintenant Faustine qui a rejoint. Et leur temps, c'est 100% pour faire ça. Donc en fait, ils proposent. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de voir si les propositions plaisent ou pas que d'aller rédiger. Mettre tout le monde, à essayer de mettre tout le monde pour construire. Ils sont déconnectés de tout intérêt parce qu'eux-mêmes sont pour la DAN. Ils ne sont pas dans une société. Donc déjà, ils sont pas connectés. Une neutralité, quoi. Voilà, il y a une neutralité. Et encore une fois, là où on se retrouve tous, c'est que l'écosystème se développe. Donc pour ça, on est tous d'accord en fait. C'est clair. Alors, j'aimerais finir sur un point vachement intéressant qui a pas mal été abordé ensemble. Alors je voulais parler des tokens non fongibles, mais ça vous en avez très très bien discuté et les gens pourront se revenir sûrement sur la vidéo de la présentation. Mais c'est l'aspect pédagogique. Parce que là on a fait un gros focus réglementaire, mais vous avez beaucoup parlé aussi de manière à la pédagogie, à la formation. Par quel biais vous voulez actionner aussi ça? Parce qu'on comprend très bien que via l'association, on peut appuyer les pouvoirs publics, mais la formation, du coup, vous voulez la remonter à quel niveau? Comment, à ce niveau-là, comment vous voyez les choses? En fait, c'est un petit peu de fil en aiguille, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dans les réunions au nom de la DAN, etc., on se rend compte qu'il y a une mécompréhension de pas mal d'aspects. Et donc, de fait, on passe notre temps à réexpliquer. Et donc, c'est pas interdit d'éventuellement de pouvoir, au sein de l'association, d'avoir une espèce de pôle formation orienté vers le régulateur, plutôt vers le régulateur, pour qu'il soit vraiment au courant et qu'il puisse aussi poser des questions qui viennent de son monde, du régulateur, pour pouvoir voir un petit peu comment techniquement les choses peuvent se refléter et comment éventuellement la régulation doit innover ou pas, d'ailleurs, ça c'est décidé, mais en fonction des challenges que pose vraiment la technologie. Comment? Parce qu'aujourd'hui, les questions viennent plutôt de l'extérieur, mais quand le régulateur aura bien compris, lui, il va commencer à se poser des questions par lui-même, en fait. C'est ce que tu veux dire?
Oui, c'est ça. Et je pense, pour compléter ce qui a été dit, c'est que la DAN, elle est en mode pompier, c'est-à-dire qu'on adresse les urgences réglementaires. Ouais. Je pense qu'au même titre que demain, la DAN sera internationale, la DAN pourrait tout à fait se développer en ayant des formations universitaires. Pourquoi pas se rapprocher des universités et avoir aussi avoir aussi, il y a énormément parce qu'en plus c'est vachement tendance, donc il y a énormément de formations qui intègrent la blockchain en se raccrochant un peu aux branches, ou les formations financières qui vont intégrer le cryptoactif, c'est certain. Je pense que la DAN a tout à fait un rôle à jouer là-dedans. Ça peut pas être notre préoccupation première parce qu'on a trop peu de moyens à l'heure actuelle, ne serait-ce qu'organiser un événement comme aujourd'hui pour la DAN qui compte 11 membres, c'est beaucoup. On ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup, et heureusement que Simon fédère énormément. La BPI nous prête des locaux, donc Simon, c'est une figure extrêmement humble, mais d'une compétence qui est assez impressionnante, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire déjà tout ce qu'on fait avec si peu de moyens, mais les ambitions sont démesurées. D'accord. Est-ce que ça vous dit de finir sur ambition démesurée? Ambition démesurée. mais réaliste. Mais réaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter de la DAN ainsi que bien entendu Ledger et Arc. Si vous voulez en savoir plus sur Arc Écosystème, n'hésitez pas à aller voir l'épisode que j'ai fait en 2 parties avec François Xavier, parce qu'on est rentré plus dans le détail justement des difficultés de bancarisation, de réglementaire lorsqu'il a lancé sa startup et son projet blockchain. En attendant, n'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur toutes les bonnes plateformes pour ne pas louper un épisode, à lâcher un petit commentaire sur iTunes, ça permet de mettre en avant tous ces projets. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial, même vraiment extraordinaire. Je vous en dis pas plus, ceux qui me suivent sur LinkedIn le savent. Très bonne journée, très bon après-midi, à bientôt.